Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président de l'Université et merci Monsieur l'adjoint au maire pour vos propos vraiment chaleureux. C'est un plaisir pour moi d'être à Strasbourg et comme vous le savez, j'y reviens très régulièrement. Je serai là de nouveau la semaine prochaine, à 2 reprises. Donc voilà, il peut y avoir de bonnes raisons. Merci aussi Monsieur le Président de l'Association nationale des maisons des adolescents, cher Patrick Cotin. C'est vrai que l'agenda est contraint. Honnêtement, je n'ai pas imaginé un instant rater ce rendez-vous. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait de signer cette convention qu'il eût été dommage que l'Éducation nationale ne soit pas représentée au moment de ses signatures. Bien sûr que c'est essentiel que nous travaillions ensemble. Je suis vraiment heureuse de pouvoir vous le dire en direct à vous tous. Madame la directrice de la Maison des adolescents de Strasbourg, chère Delphine Rideau, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grâces et qualités pour n'oublier personne. On connaît tous bien cet adage antique, un esprit sain dans un corps sain. On le connaît bien et on est nombreux, je crois, à le tenir pour un principe essentiel. Mais parfois, on méconnaît la complexité de cette formule et la complexité des mots que la formule convoque. L'esprit, comme le corps d'ailleurs, ne se résume pas facilement. Les dimensions qu'ils impliquent sont nombreuses, physiologiques, psychologiques, émotionnelles, sociales. Le corps, ça n'est jamais simplement le corps, c'est la façon dont on le perçoit, dont on l'habite, dont on noue à travers lui des relations avec ce qui nous entoure. L'esprit, ça n'est jamais simplement l'esprit, c'est la pensée, l'intellect, la raison, mais aussi des phénomènes chimiques, des évolutions hormonales, des connexions neuronales. Un esprit sain dans un corps sain, donc, ça nous rappelle tout cela. Et plus encore, cette formule, je considère qu'elle crée pour nous des obligations dans la façon dont nous envisageons nos élèves et dont nous envisageons l'école elle-même. Nos élèves sont des personnes avec une histoire, une sensibilité, une singularité dont oui, nous devons tenir compte. Alors bien sûr, il pourrait être tentant de se dire qu'à l'école, seul compte l'esprit, que le reste ne nous concerne pas, mais nous savons tous bien que nos élèves ne sont pas de purs esprits. Je ne sais pas pourquoi ça en fait sourire. Leur transmettre des connaissances, les instruire, les éduquer est une tâche complexe, loin des clichés et des idées reçues qu'on entend parfois. C'est vrai que parfois, quand on entend certains parler de l'école, on a le sentiment qu'ils l'envisagent comme un lieu où on se contente de remplir les têtes des élèves, comme s'il s'agissait de tiroirs, vous savez. À les entendre, tout est simple. Dans le tiroir du dessus, il faut mettre les fondamentaux, dans celui du milieu, les connaissances et les compétences, dans celui du bas, la culture, et puis quelque part à droite, un peu d'espace pour y placer la citoyenneté. Avec une telle conception des choses, on ne s'embarrasse plus d'interrogations autour de la personne, de l'individu, de sa singularité. Qu'un élève soit en échec et alors la raison est toute trouvée, c'est juste qu'il ne veut pas, tant pis pour lui. Et tant pis s'il en souffre. Mais pourquoi ne veut-il pas, cet élève? Est-ce qu'on peut véritablement résumer les difficultés scolaires à une question de volonté? Toutes ces questions disparaissent d'elles-mêmes dans cette caricature-là. Elles sont considérées comme des arguties ou comme des symptômes d'une culture de l'excuse dont on ne voudrait plus. Oui, résumer l'élève à un tiroir est décidément bien pratique. Mais une telle image, vous le savez, occulte précisément la spécificité de ce qui se joue à l'école. Elle estompe la dimension profondément humaine et personnelle de chaque élève et ceux de la maternelle jusqu'au lycée, et à l'université d'ailleurs. Une telle conception, si elle simplifie tout, ne résout rien. En particulier quand nos élèves entrent dans cette période singulière que l'on appelle l'adolescence. Car s'il est une période où le corps, comme l'esprit, connaissent des changements considérables, c'est bien l'adolescence. L'école doit évidemment en tenir compte si elle veut tout simplement assurer la mission qui est la sienne, de former des individus instruits, cultivés, autonomes, mais aussi épanouis. L'adolescence, nous le savons bien, est attendue avec beaucoup d'anxiété par les parents. Elle est redoutée, elle est crainte. Au secours, mon enfant est un ado. C'est un cri qu'on connaît bien. C'est vrai que cette période peut s'avérer douloureuse, comme le rappelait François Truffaut lorsqu'il disait « L'adolescence ne laisse un bon souvenir qu'aux adultes ayant mauvaise mémoire ». Alors naturellement, je pense qu'on doit se garder de trop généraliser, à moins que je ne fasse moi-même partie de ces adultes qui n'ont pas de mémoire, c'est pas possible. Mais la spécificité de cette époque de la vie
doit toujours être prise en compte, car en son cœur, il y a une constante, qui est le changement. Et changer, dans quelque contexte que ce soit, ça n'est jamais facile, jamais évident. Ce changement considérable pour les individus nécessite de notre part une lucidité, un accompagnement et un soutien qui sont absolument indispensables. Et ça nécessite une cohérence entre tous les cadres de vie fréquentés par les adolescents. Dans cette période de changement rapide, multiple, la coordination des regards, de la famille jusqu'à l'enseignant, en passant par l'ensemble de la communauté éducative et par des structures comme celle des maisons des adolescents, est absolument essentielle. Alors, vous comprendrez donc pourquoi signer cette convention entre l'éducation nationale et les maisons des adolescents était un impératif. C'est pour moi enfin reconnaître cette réalité complexe de nos jeunes adolescents dans toutes ses implications. C'est aussi pour moi l'occasion, et c'est pour cela que je tenais à être présente, de vous dire sincèrement, 1000 fois merci. 1000 fois merci parce que je n'ai pas attendu d'être ministre de l'Éducation pour savoir ce que font les maisons des adolescents sur le territoire. J'ai été élue locale et j'ai entendu l'adjoint au maire s'exprimer tout à l'heure et je me suis beaucoup reconnue dans ses propos. Évidemment, nous savons le travail précieux, le travail d'orfèvre que vous réalisez au quotidien avec un engagement qui ne s'est jamais démenti. Pour tout cela, donc, merci. Je le disais, c'est en unissant les perspectives de chacun, donc c'est l'intérêt de cette convention, sans jamais sortir de nos cœurs de métier, sans jamais donner à l'enseignant un rôle de psychologue ou au psychologue un rôle de parent, mais en s'unissant, que nous pourrons apporter à notre jeunesse le soutien dont elle peut avoir besoin. Car que ces changements soient bien ou mal vécus au moment de l'adolescence, ils existent et donc nous devons en tenir compte au sein de nos écoles, comme nous devons plus largement, toujours au sein de nos écoles, être attentifs à la santé et au bien-être de nos élèves. Dans ces domaines, j'irai même plus loin, je dirais que ce n'est pas simplement une plus-value que nous pouvons apporter en étant attentifs à la santé et au bien-être de nos élèves. C'est que dans ce domaine, toute passivité de notre part, tout renoncement est assimilable à mes yeux à non-assistance à jeunesse en danger. Et donc oui, cela fait partie de nos obligations impératives. Cette convention, en favorisant notamment la formation commune de nos personnels, vous, nous, en croisant nos regards experts, va nous permettre d'avoir sur ce sujet une vision plus spécifique, mieux informée, et va permettre surtout d'instaurer cette collaboration qui améliorera largement notre action. D'ailleurs, nous ne partons pas de rien, nous voyons dans de nombreux endroits les bénéfices qu'on tire d'une meilleure coordination. Les exemples sont légion. Je pense par exemple au rectorat de Nantes, qui dispose d'ores et déjà d'un comité de climat scolaire et qui non seulement a mis en place une convention ARS-Rectorat, mais travaille en partenariat avec les maisons des adolescents pour les élèves en grande difficulté. Eh bien, vraiment, l'effort de ce rectorat, l'effort de la maison des adolescents concernés est aujourd'hui récompensé d'un succès qui dépassait nos espérances. Et les acteurs en question ont décidé d'aller plus loin encore en mobilisant le PIH jeunesse avec la ville pour former les professionnels de l'enfance. C'est une très bonne démarche. Je pense aussi à d'autres expérimentations, par exemple le dispositif de prévention des souffrances sur Poissy-Sartrouville en Île-de-France, qui concerne 2 lycées, 4 collèges, 3 écoles, et en partenariat là encore avec la maison des adolescents dans les Hauts-de-Seine, pour prévenir les phobies scolaires. Et je pense aussi, en vous parlant ce matin, aux conclusions et aux recommandations du Haut Comité à l'égalité femmes-hommes qui, hier encore, pour le ministère de l'Éducation, me remettait un rapport sur la question de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires, un rapport heureusement que nous pouvions clairement faire mieux. Il y a des marges d'amélioration, comme on dit dans la diplomatie, je crois. Et dans ce rapport et dans ces recommandations, on trouvait très fortement préconisé la nécessité de mieux articuler cette éducation à la citoyenneté entre tous les partenaires qui vont intervenir, dont vous faites aussi partie d'ailleurs, en créant un pilotage adapté, c'est-à-dire en conventionnant à chaque fois, académie par académie, je le redis devant la rectrice, je ne sais pas si dans cette académie, une convention a déjà été passée avec l'ARS, par exemple. Oui, c'est déjà le cas. Eh bien, voilà, avec l'ARS, avec la maison des adolescents, au niveau académique, travailler sur cette question de l'éducation à la sexualité est aussi, évidemment, un impératif pour nos élèves.
Bref, la gouvernance entre les rectorats, les services déconcentrés et régionaux du ministère de la Santé doit être consolidée et nous y veillons. Mesdames et messieurs, le bien-être des élèves suppose de notre part, à toutes et à tous, d'ériger ensemble une école bienveillante. Je pèse mes mots en disant ça, je vous connais par cœur. L'avantage d'avoir des polémiques à peu près 3 fois par semaine. Je connais par cœur les réactions, parfois démesurées, que suscite cet adjectif bienveillant. On a l'impression que dans le climat compliqué qui est le nôtre, c'est un gros mot. On le confond facilement, ce mot de bienveillance, avec le mot laxisme. On s'imagine que derrière la bienveillance, nous prônerions un laisser-faire, un laisser-aller. Quand ces termes, au contraire, désignent des attitudes qui n'ont rien de bienveillant, le laisser-faire et le laisser-aller. Vouloir l'école bienveillante, ça n'est pas considérer avec un regard attendri des élèves qui saccageraient des salles de classe en leur disant « c'est bien mes petits, exprimez-vous ». Non. La bienveillance, c'est au contraire une exigence. Être bienveillant, c'est fondamentalement veiller bien, être attentif, être vigilant, prendre soin, disiez-vous, Monsieur le Président, j'ai noté votre formule à l'instant. Eh bien oui, c'est en assurant le bien-être de nos élèves que nous serons en mesure de leur permettre de bien devenir au fil des changements qu'ils rencontreront entre leur première rentrée dans l'institution scolaire et l'achèvement de leur scolarité. Bien veiller, c'est être à même, et la convention qu'on signe facilitera cette démarche, aussi, de percevoir les signes extérieurs de mal-être chez nos élèves le plus tôt possible. Ces signes, vous êtes bien placés pour le savoir, ne sont pas toujours évidents, et c'est bien pour cela que nous avons besoin de travailler ensemble en réseau et d'entretenir avec vous des dialogues vraiment réguliers et féconds. Et d'ailleurs, cette collaboration entre l'ensemble des acteurs au service de la jeunesse, je veux vous dire qu'au-delà de ma personne, elle est au centre des préoccupations du Président de la République. Une mission a ainsi été confiée à Marie-Rose Moreau, directrice de la Maison de Solène à Paris, ainsi qu'à Jean-Louis Brison, inspecteur d'académie. Sur cette question, le rapport de la mission devrait être remis au Président à la rentrée. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler. En tout cas, si une évidence s'impose, c'est que agir pour la jeunesse, pour vous comme pour nous, ça n'est pas sans faire une image idéalisée, mais c'est bien partir de la réalité de cette jeunesse dans toute cette dimension. Et il se trouve que l'école, de la maternelle au lycée, occupe une place à part dans la vie de cette jeunesse. Voilà pourquoi j'estime qu'elle doit assumer pleinement son rôle sur ces sujets. Dans nos établissements scolaires, puisque nous avons la chance de voir passer normalement toute une classe d'âge, eh bien, nous devons veiller notamment à ce que cette classe d'âge puisse être touchée par des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé. Vous savez que depuis la loi de refondation de l'école, nous avons choisi de prendre en compte cette question véritablement dans le Code de l'éducation. La coopération entre l'ensemble des personnels de l'éducation nationale sur les questions de protection et d'éducation à la santé a été renforcée. La mise en place du parcours éducatif de santé qui entre en vigueur à la rentrée 2016 va nous permettre d'aller plus loin dans cette dynamique. 3 mots sur ce parcours éducatif de santé, donc les objectifs sont clairs. Instaurer tout au long de la scolarité de l'élève l'acquisition de connaissances, de pratiques qui lui permettront de comprendre et davantage encore de prendre lui-même en charge sa santé, aujourd'hui et plus tard. Cela passe par des enseignements qui se déploient, par exemple, dans des cours comme les sciences de la vie et de la terre, l'éducation physique et sportive, ou encore dans les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires qui voient le jour à la rentrée prochaine. Ça passe donc par des enseignements, mais ça passe aussi par des actions de prévention, par la promotion d'une alimentation saine, d'un sommeil réparateur, du respect de soi et de l'autre. Avec ce parcours éducatif de santé, il ne s'agit nullement d'empiéter sur le rôle des familles et de développer avec elles une relation complémentaire. Nous savons que ce sont des éléments dont les élèves auront besoin et qui d'ailleurs renforcent leur capacité d'apprendre aussi, car un élève qui se sent bien apprend forcément mieux. Quand je dis cette phrase, un élève qui se sent bien apprend forcément mieux, ça m'évoque aussi que nous devons être extrêmement attentifs sur ce point. Nous ne pouvons pas prendre le risque de confondre l'effort nécessaire que suppose tout travail, tout apprentissage, et la souffrance.
Oui, nous connaissons toutes et tous des matins plus difficiles que les autres, où nous n'avions pas vraiment envie d'aller à l'école. Oui, l'école implique aussi dans le travail, dans l'engagement quotidien, des efforts, et ce n'est pas toujours facile, ni pour les élèves d'ailleurs, ni pour les enseignants. Mais l'effort dont on parle là, parfois plus de 2 ans, n'a rien à voir avec la souffrance. Et moi, ce que je voudrais dire clairement, c'est qu'en revanche, lorsque cette difficulté-là pour nos élèves se transforme en souffrance, et qu'elle est nourrie par des événements qui se déroulent parfois au milieu scolaire, je pense aux situations de harcèlement par exemple, on en a encore eu un exemple triste dans l'actualité d'hier, eh bien, il nous faut ne pas confondre ça avec le caractère forcément laborieux ou difficile dans la scolarité. Non, il faut dénoncer et dire clairement qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Et devant la souffrance, notre devoir est clair. Comme personnel de l'éducation nationale, nous devons assister, accompagner et soutenir. Voilà pourquoi nous avons conduit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une politique importante en matière de climat scolaire pour faire en sorte que ce bien-être des élèves soit garanti comme une condition essentielle de leur réussite. En même temps que j'évoque ces dimensions, je ne veux pas non plus noircir le tableau comme c'est souvent fait. Je veux rappeler ici que les différentes enquêtes menées sur ce sujet montrent que plus de 90% des écoliers et des collégiens disent se sentir bien, ou plutôt bien, dans leurs établissements, et je m'en félicite. Mais nous pouvons toujours faire davantage, car nous voyons, nous sommes toujours souvent rattrapés par une actualité malheureuse. Mais là encore, pour faire davantage sur cette question du climat scolaire, il ne faut pas brandir l'école comme un remède miracle. Ce remède miracle n'existe pas. Je pense que l'école doit pouvoir s'ouvrir à son environnement, aux associations, à l'éducation populaire, aux institutions qui l'entourent, pour mieux agir sur cette question, y compris du climat scolaire. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été trop longue, mais ce que je voulais vous dire, moi qui ai toujours plaisir à rappeler que notre école est une héritière de l'humanisme, je rajoute souvent que l'humanisme, ça ne s'est jamais résumé à des connaissances et à un savoir, c'est évidemment essentiel, mais l'humanisme, c'est aussi une certaine conception de l'être humain dans son ensemble. Et donc, notre capacité à prendre en compte toutes les dimensions de cette humanité, le corps, l'esprit, l'intellect, l'émotionnel, la santé physique, la santé morale. Et si nous y arrivons, mais je suis persuadée que cette convention nous y aidera, peut-être que nous ferons gagner Proust plutôt que Truffaut que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'adolescence, car Proust tout de même disait dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, l'adolescence est tout de même le seul temps où on a appris quelque chose. Et bien voilà, laissons gagner cette formule-là plutôt que la précédente. Merci.